Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Politique Économie. Bonjour Pierre. Bonjour Olivier et bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous recevons Charles Gave. Bonjour. Bonjour Charles Gave. Alors, qui ne vous connaît pas, vous êtes ici un invité habitué de ce plateau. Simplement, je voudrais, grâce à vous, affiner votre portrait, si je puis dire, parce que vous avez été sérieusement attaqué par les médias, BFM, Libération, Le Point, L'Express. Alors vous avez décidé de leur répondre par un texte magnifique, superbe, que j'ai beaucoup aimé, quant à moi, qu'on trouvera sur l'Institut des Libertés, institutdeslibertés.com, c'est ça? Et il s'agit, qui suis-je? Et vous dites qui vous êtes, très simplement. Enfin, qui je crois être. Voilà. Mais... Rappelons peut-être avant pourquoi ces journalistes ont attaqué Charles Gave. Mais, alors, pourquoi vous ont-ils attaqué? Parce qu'il s'est répandu dans la presse que j'allais aider financièrement Éric Zemmour. Et que donc je ne pouvais être qu'une créature diabolique. Créature du diable. Créature du diable. Eh bien, nos téléspectateurs vont en juger à travers, évidemment, les questions qu'on va vous poser sur la question sur l'économie. Et bien sûr, sur le phénomène Zemmour, que nous verrons en deuxième partie. Pour affiner ce portrait, vous avez une superbe analyse, une revendication, celle d'être un honnête homme, c'est-à-dire un homme, dites-vous, qui essaye de rendre à la société dans laquelle il vit plus qu'il n'a reçu en naissant. C'est magnifique, c'est superbe. Alors, nous allons voir si vous avez apporté plus que ce que vous avez reçu. Mais, encore une fois, je renvoie nos téléspectateurs à ce « Qui suis-je ?», qui est tout à fait passionnant. On découvre... Alors, une chose quand même. Vous êtes peint par les médias comme ultralibéral et d'extrême droite, financier... Ce qui est complètement contradictoire. Évidemment. Financier sulfureux et catholique intégriste, souverainiste et internationaliste... Ce qui est contradictoire. Identitaire et disciple de Milton Friedman. Bref, contradictoire. Ces gens-là n'ont pas fait leur métier. Ces gens-là n'ont pas essayé de lire ce que j'ai écrit depuis des années, depuis que j'ai commencé à devenir un personnage public avec mon premier livre qui s'appelait « Des lions menés par des ânes », dans lequel j'ai expliqué que l'euro allait être un désastre et que la tentative de construire un État européen allait être un désastre parce que ça allait tuer l'Europe que j'aimais, c'est-à-dire celle de la diversité, pour essayer de la remplacer par un lit de Procuste, si vous voulez, où tout le monde était de la même taille, créer un État européen, personne n'en veut. L'Europe est riche de sa diversité et non pas de son unanimité. Donc il y a toujours eu deux tendances en Europe, c'est soit de revenir à l'Europe du Moyen-Âge, où tout le monde faisait ses expériences dans son coin et les meilleurs gagnaient, ou alors recréer l'Empire romain, ça s'est toujours terminé dans le sang et dans les larmes. Avec Charles Quint, avec Napoléon, avec Hitler, ça s'est toujours mal terminé. Donc encore une fois, si vous voulez, il me semble que la seule façon d'organiser l'Europe qui soit fidèle à son histoire, c'est l'Europe de la diversité, c'est-à-dire l'Europe de la souveraineté de chaque État. Et ensuite, on discute. Et on va discuter. Autrefois, on discutait en cours de Rome, en 1200, et maintenant, on va discuter à Bruxelles. Mais c'est le même principe. Oui. Et parmi les empires, il y en a certains que vous avez oubliés, mais ils ont toujours échoué. Ça, c'est la loi de l'histoire. Ils ont toujours échoué parce que, dans le fond, si vous voulez, un Italien n'est pas un Français, qui n'est pas un Allemand, qui n'est pas un... Et nous avons tous une extraordinaire capacité à être différents les uns des autres. Et c'est le continent dans lequel vous avez les plus grandes différences avec le minimum de kilomètres entre les différences. Donc c'est extraordinaire. De la différence, de la diversité naît la richesse. Et c'est probablement ce qui explique d'ailleurs l'extraordinaire puissance à la fois scientifique et économique de ce modèle occidental. C'est la création destructrice appliquée aux nations de ce brave Schumpeter. Mais... ceci est très menacé. Tout ceci est très menacé aujourd'hui. C'est menacé parce qu'il y a une civilisation qui est tout sauf diverse qui est en train de nous envahir. Bon, ça c'est la thèse de Zemmour, mais j'ai tendance à la partager. Et de l'autre côté, parce que nous avons créé une espèce de superstructure qui a comme ambition de tuer cette diversité. Donc, de l'intérieur et de l'extérieur, notre civilisation est menacée. Menacé peut-être dans un premier temps par la dette. On va en parler. Éric Zemmour estime, cet homme que vous soutenez, estime que la dette publique, actuellement à 2800 milliards d'euros, n'est pas un problème parce qu'on a, dit-il, déjà les moyens de la rembourser tous les jours. En tout cas, les intérêts à des taux autour de 0%. Mais s'endetter, est-ce que ce n'est pas un problème quand on n'a plus aucune industrie et une croissance à zéro ?
C'est assez. Ce serait un problème si on avait des taux d'intérêt de marché. Mais vous savez, la seule chose qui existe dans le budget qui reconnaît la dette, c'est le service de la dette. Oui. Si les taux d'intérêt sont à zéro qui multiplie 10 000 milliards, ça fait zéro. Oui. Donc vous n'avez aucun problème tant que les taux d'intérêt restent à zéro. Et ce sont des taux complètement faux parce que, comme si j'ai le temps, vous l'expliquerez, mais par exemple, les taux d'intérêt à zéro, ça va ruiner tous les fonds de pension de l'Europe du Nord. Donc dans les années qui viennent, dans les 5 ans qui viennent, on va avoir un écroulement du niveau de vie de tous les retraités en Europe du Nord. Mais si on a des taux négatifs, qu'est-ce qui empêche l'État, au final, d'emprunter en masse, encore plus qu'il ne le fait déjà, puisqu'on est payé, au final, pour emprunter? Rien, mais à ce moment-là, ce qui se passe, si vous voulez, c'est vous rentrez dans le scénario de Rueff, qui disait l'inflation, c'est de subventionner des dépenses qui ne rapportent rien avec de l'argent qui n'existe pas. Bon, mais c'est grosso modo l'URSS. Et ça ne marche pas. Les Français n'en seront pas plus riches. C'est-à-dire qu'on rentre au moment où, si toutes les dépenses de soi-disant investissements sont faites par l'État sans qu'encore une fois il y ait création destructrice, c'est-à-dire que ce n'est pas un mécanisme qui permette d'éliminer les mauvais investissements, eh bien, nous deviendrons de plus en plus pauvres. Et si l'Europe du Nord devient, elle aussi, pauvre, ou si elle est menacée dans ses revenus de retraite, de pension, de capitalisation et... À ce moment-là, elle va réagir. Et notamment, l'Allemagne commence déjà à réagir. Non seulement elle va réagir, mais ce qui va se passer, c'est tout simple, c'est imaginer... Bon, vous prenez, puisqu'on en parle, je peux essayer de développer un peu mon idée, mais vous prenez simplement quand un portefeuille qui serait fait d'un tiers de cash en Deutschmark, quand le Deutschmark existait, un tiers d'obligations à 5 ans, un tiers d'obligations à 10 ans de l'État allemand. De 1970 à 2000, c'est-à-dire pendant 30 ans, ce portefeuille vous rapportait du 4,5% réel année après année, parce que la Bundesbank était là et payait les rentiers comme il fallait, donc c'était parfaitement normal. Ça fait maintenant plus de 10 ans que l'Allemagne a des taux d'intérêt négatifs réels, des taux nominaux réels, pardon. Nominaux réels. Et ben, ça veut dire que maintenant, à partir de maintenant, les fonds de pension allemands ne vont plus rien avoir à distribuer. C'est-à-dire qu'on va rendre aux pensionnaires, pas une rentabilité du capital, mais on va leur rendre leur capital. C'est-à-dire que dans les 4-5 ans qui viennent, les fonds de pension allemands seront complètement sous-capitalisés et il va y avoir une baisse du niveau de vie très forte. Si les Allemands ne vont plus passer leurs vacances en Espagne, eh ben, l'Espagne va dérouiller de façon épouvantable. Donc, si vous voulez, il y a un phénomène. Le premier effet de l'euro, ça a été de détruire l'industrie de l'Europe du Sud. Je l'ai longuement décrit ici. Oui, le deuxième, ça a été de détruire les banques, pour des raisons que j'avais expliquées aussi, 5 ans après. Et maintenant, 5 ans après la destruction des banques, on a la destruction des fonds de pension. Mais il y en a un qui commence à ne pas se satisfaire de cette situation. C'est le président de la Bundesbank, précisément. Jess Weinmann, qui commence à dire que... Mais il aurait dû dire non il y a 5 ans. Et voilà, mais... Il y a des tas d'Allemands qui sont devenus très anti-Hitler vers 1944. C'était en 40 qu'il fallait l'être. En 36, ça aurait été encore mieux. Oui, 36 au moment de la remilitarisation de la Rhénanie. Exactement. Par exemple. Donc, si vous voulez, une fois que le désastre a eu lieu et qu'il devient visible pour tous, ça ne sert à rien de dire que c'est ce bon monsieur Weissmann, il a présidé à la destruction de la Bundesbank et il l'a laissé faire. Charles Gave, en cas de remontée des taux d'intérêt, faudra-t-il continuer à emprunter sur les marchés financiers comme nous le faisons depuis des années, de la même manière? C'est une fausse question parce que, je vais essayer de répondre de la façon suivante. Aujourd'hui, il n'y a pas de prix de marché. La quasi-totalité du déficit budgétaire des États européens a été achetée par la BCE, ce qui était complètement, plus même, ce qui est complètement contraire aux traités. C'était complètement une violation des traités. Une violation complète des traités. Donc, ce que vous êtes en train de dire, c'est que la BCE va cesser d'acheter les obligations européennes pour que les taux remontent. Sinon, il n'y a pas de raison de poser la question. Tant qu'ils l'achèteront à zéro, les taux seront à zéro, puisqu'ils créent de l'argent de l'autre côté. Donc, si vous voulez, c'est une question qui n'a pas lieu d'être, quoi. Ce que vous êtes en train de dire, c'est est-ce que la BCE va décider de faire sauter l'euro? Ah oui, c'est ça la question, oui. Parce que dès qu'elle monte les taux, c'est la fin de l'euro, quoi. Mais ça, le nouveau gouvernement allemand qui va arriver, va demander à Christine Lagarde d'arrêter sa politique de quantitative easing. Avec des socialistes et des verts, quoi, au pouvoir. On va continuer à imprimer non-stop.
Et Weimann, Jess Weimann va être remplacé à la tête de la Bundesbank. Alors le seul rempart qui reste, et il y a un garçon que j'aime bien qui s'appelle Markus Kerber, que vous avez peut-être reçu ici de temps en temps, qui est un type au poil, qui est le gars qui dépose tous les recours constitutionnels auprès de la Cour constitutionnelle. Voilà. Oui, de Karlsruhe. Oui. Eh bien cet homme, qui parle le français comme vous et moi, qui a suivi les cours à l'ENA d'ailleurs aussi, il dit que le seul truc qui reste, c'est qu'à un moment ou un autre, la Cour de Karlsruhe dit la Constitution allemande interdit à l'Allemagne, au gouvernement allemand, de garantir les prêts d'un autre État. Voilà. Et donc, à un moment ou un autre, la Cour de Karlsruhe risque de dire « bah non », et à ce moment-là, elle donne l'ordre à la Bundesbank de se retirer du système européen. Du système européen de banque centrale. Voilà. Donc c'est le droit allemand qui primera sur le droit européen. La constitutionnalité allemande ne prendra. Mais à ce moment-là, est-ce que c'est pas l'Allemagne qui va fixer les taux d'intérêt en Europe finalement? Oui, mais si elle fixe les taux d'intérêt en Europe à un niveau qui ruine tous ses épargnants, vous avez une légère contradiction là. C'est le problème. Si vous voulez sauver l'Italie, il faut que tous les épargnants allemands sautent. Et ben voilà. Faites votre choix, moi je sais pas. Éric Zemmour est un fervent défenseur de la réindustrialisation de la France, mais en même temps, il s'oppose à l'idée d'un Frexit. Il évoque un chaos social en cas de Frexit. Donc, dans quelles conditions une réindustrialisation de la France est-elle possible en restant dans l'euro? C'est pas possible. Oui. C'est pas possible. Ce qu'on appelle la marge brute d'autofinancement des entreprises françaises dans l'industrie est la moitié de ce qu'elle est en Allemagne ou en Angleterre. Donc, n'importe qui fait une usine dans le cadre de l'euro et de l'Europe d'aujourd'hui, s'il la met en France, il est fou comme un lapin. Il doit la mettre en Allemagne ou en Angleterre, mais elle n'est plus dans l'euro. Elle n'est plus dans l'Europe. Donc, grosso modo, si vous voulez, encore une fois, je ne sais pas, j'en ai pas parlé avec M. Zemmour, mais la réalité, c'est que vous ne pouvez pas vouloir une chose et son contraire. On ne peut pas rester dans l'euro et agir sur d'autres leviers pour permettre cette réindustrialisation. Il faudrait que la marge brute d'autofinancement des entreprises françaises double, ce qui suppose qu'on coupe les transferts sociaux de 30 ou 40%. Donc M. Zemmour n'arrivera pas à réindustrialiser la France en restant dans l'euro comme il le souhaite. Oui, mais en tout cas, c'est peut-être ce qu'il souhaite, mais la réponse, ça n'est pas possible. On a un exemple dans l'actualité. Les moteurs d'Ariane 6, qui étaient fabriqués à Vernon, viennent de partir pour la Bavière. Et le transfert a été payé par la France 40 millions d'euros. Comment se fait-il que... C'est un endroit où on a une technologie dominante et on la file gratuitement aux Allemands. C'est de la folie. Comment expliquer ça aux Français? Comment c'est... Je ne sais pas, on n'a pas besoin de les expliquer. Je ne sais pas combien les gens qui ont fait ce transfert touchent en Suisse, mais enfin, je trouve que c'est à la limite de la trahison, quoi. Eh oui, c'est le énième épisode de trahison. Parce de trahison, oui. Il y a eu les turbines Arabelle, refilées à General Electric. On a filé aussi à General Electric, littéralement, le contrôle par intermédiaire des turbines, la force de frappe nucléaire française, quoi. Oui, les sous-marins, etc. le Charles de Gaulle, et la maintenance des 58 centrales nucléaires françaises. C'est quand même étonnant d'avoir fait ça, quoi. C'est curieux. Éric Zemmour, Charles Gave veut également tenter de réduire la dette, donc en réindustrialisant, mais s'il reste dans l'euro, vous venez nous le dire, il n'y arrivera pas. Et il veut aussi réformer la dépense sociale en ne versant les allocations et le RSA qu'aux Français. Comment est-ce qu'on peut réformer les dépenses sociales dans ce sens? C'est ce que fait le Danemark, c'est ce qu'ont fait tous ces gens-là. C'est-à-dire si vous n'êtes pas citoyen et si vous ne parlez pas la langue, vous ne touchez rien. Je vous signale que vous allez vous balader au Portugal, qui est un beau pays, le Portugal. Il n'y a pas un immigré. Pourquoi? Parce que les immigrés ne touchent rien. Donc on coupe les vannes et ça suffira à arrêter. Mais à partir du moment où ils vont... Oui, ça ne suffit pas, mais en tout cas, ça limite les enthousiasmes, quoi. Donc comme dit Emmanuel Macron, il faut arrêter de dépenser un pognon de dingue pour résoudre le problème social. Il faut surtout arrêter de payer des gens à ne rien foutre. Oui. Un peu de bon sens. Un peu de bon sens. C'est toujours pareil. Si la France continue à exporter des bacs plus 7 et à importer des bacs moins 7, on ne va pas vraiment réindustrialiser. Dans les années 60, les Portugais, justement, et les Espagnols, lorsqu'ils faisaient des transferts, ce qu'on appelle les transferts unilatéraux... Mais la famille restait au pays. Oui, et puis surtout, c'était les transferts qui venaient de leur travail. Oui.
Aujourd'hui, les transferts unilatéraux, ce sont des... Je crois qu'il y a 50% des retraites payées par la France qui sont payées en Afrique du Nord. Oui, c'est ça. Ce sont des... C'est ce que disait Charles Prat, budget social. ça. Exactement, c'est les travaux de Charles Prat. Mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'à l'époque où les Portugais et les Espagnols transféraient une partie de leur travail, le budget de l'État était supérieur au budget social. Oui. Aujourd'hui, le budget social est passé au-dessus, sauf erreur, du budget de l'État. Il n'y a pas photo, mais ce qui est extraordinaire aussi, c'est que les fonctions régaliennes de l'État ne sont plus assumées. C'est-à-dire que les 4 grandes fonctions, si vous la diplomatie, la justice, l'armée ou la police, ils sont tous en état de misère totale. Et donc vous dites, comment se fait-il que là où l'État devrait avoir le monopole, puisque c'est lui qui a le monopole de la violence légitime, rien ne marche, et que de l'autre côté, on a un déficit monstrueux. Parce que, encore une fois, le problème de la France, c'est qu'il faut rendre l'État régalien plus fort, et donc transférer beaucoup d'argent à cet État pour qu'il puisse attirer des compétences, et dégonfler le budget social. Donc il ne faut pas dire on va faire baisser les dépenses de l'État. Ça ne veut rien dire. Il y a 2 États, un dont les dépenses doivent monter, le budget régalien, et l'autre dont les dépenses doivent baisser. Mais ce n'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas les mêmes populations. Et donc, il me semble qu'il faut bien expliquer aux Français qu'on ne veut pas une diminution du rôle de l'État. On veut que l'État reprenne ses fonctions d'un côté, et les régaliennes, et qu'il les fasse convenablement, et que de l'autre côté, il cesse de faire n'importe quoi avec notre pognon. Alors, j'ai une question à vous poser. J'ai cherché, sur l'INSEE, les documents officiels, etc., partout, le pourcentage des dépenses régaliennes sur l'ensemble du budget. Oui, ben ça n'a pas augmenté depuis 30 ans. Oui, mais je n'ai jamais réussi à trouver le chiffre. Certains observateurs, journalistes économiques, nous disent 7%, d'autres 15%, mais c'est dérisoire de toute façon. C'est dérisoire. C'est dérisoire. Et on le voit tous les jours quand vous regardez l'état des commissariats. Oui. Vous allez là-dedans, c'est des taudis, quoi. Et ils ont encore des machines à écrire avec des rouleaux de papier carbone, comme je veux dire. Vous dites, non, à l'époque de l'informatique, c'est n'importe quoi. Vous regardez l'armée. À côté de ces corps, la police, l'armée, qui sont complètement lâchés par l'État, on a vu présenter on a vu le gouvernement présenter un projet de budget pour l'année prochaine, un budget à trous, sans ce plan d'investissement France 2030, sans le revenu d'engagement pour les jeunes. On voit néanmoins que le président s'en donne à cœur joie pour donner de l'argent un petit peu à tout le monde, à Marseille, etc. Enfin, on a vu un certain nombre d'annonces. Qu'est-ce que vous pensez de la générosité du président Macron? Qu'est-ce que vous voulez qu'on pense? Cet homme est un... J'ai dans une émission, Vous avez déjà dit tout dit sur lui. J'ai déjà dit que, vous savez, vous avez 2 sortes de chefs. Ceux qui s'entourent de gens qui sont plus compétents qu'eux, parce qu'ils aiment être entourés de gens intelligents. Et ça ne leur fait pas peur. Et ça ne leur fait pas peur, donc ils ont confiance en eux. Et ceux qui s'entourent de gens qui sont beaucoup plus médiocres qu'eux, comme ça ils peuvent les traîner dans la boue quand ça ne marche pas. Et Macron fait partie de ces individus qui choisissent que des gens... Regardez le cabinet ministériel de Macron, c'est un désastre, quoi. Quand vous comparez ça au cabinet ministériel de Gaulle ou de Pompidou, qui avait des poids lourds, des types incroyables, l'énergie partout, qui étaient tous plus intelligents les uns que les autres, et plus volontaires, et qui prenaient leur administration en main et qui s'en laissaient pas compter. Aujourd'hui, on a des ectoplasmes, quoi. Et pourtant, nous avons une moyenne de 60 types par ministère, 60 conseillers par ministère, alors qu'à l'époque de Gaulle, ça dépassait rarement les 10. Mais c'est à l'époque, vous aviez 10 compétents, maintenant on a 60 spécialistes de la communication. Mais j'ai rien à communiquer. Je veux dire que je ne vois pas sur le gouvernement à communiquer, quoi. J'imagine un communicant disant à De Gaulle, vous ne devriez pas dire ça, mais il aurait été viré dans l'instant, quoi. Vous ne devriez pas dire ça, mais ça ne va pas, non? J'ai regardé, Charles Le Gave, la dernière une du magazine The Economist, qui montre une pomme verte représentant la Terre au milieu d'un rayon de supermarché vide. Qu'est-ce que vous évoque cette une? On la verra en incrustation, cette illustration. C'est le retour de l'inflation, cette petite pomme seule dans un rayon de supermarché vide. Vous touchez à un autre problème ici qui est un peu différent. Les pénuries. Les pénuries, non. Ce qui s'est passé, j'en ai parlé pendant 20 ans, donc j'ai commencé à en parler il y a 20 ans, peut-être 30 ans, je ne me souviens plus très bien, de ce que j'appelais les sociétés plateformes. C'est-à-dire, c'était une dérivation nouvelle du capitalisme.
chaque société doit faire 3 choses. Elle doit inventer un produit, elle doit le produire et elle doit le vendre. Et il y a à peu près 20 ans, j'ai dit, il va se passer un phénomène curieux, c'est que les sociétés les plus performantes vont inventer, vont vendre et vont faire le produit par une tierce partie, en général la Chine, au milieu. Donc ils vont dire, écoutez, ça demande des usines, des employés, c'est que des emmerdements, on va juste faire filer ça aux Chinois. Et on a fait ça pour toute l'électronique, on a fait ça pour tous les médicaments. Les matières premières des médicaments sont faites soit en Inde, soit en Chine. Donc maintenant, toute la production, en quelque sorte, qui est dans la base de la production, est en Chine. Mais ce qui nous met dans une position de fragilité extraordinaire s'ils décident de fermer les robinets, quoi. Et ce qu'ils commencent à faire gentiment. Et donc ce qui se passe, c'est qu'on se retrouve aujourd'hui, si la Chine décide de fermer, de dire, écoutez, on en a besoin à la maison, donc on ne vous le fait plus, nous on n'en a plus. Mais ils n'ont pas besoin de ces débouchés, les Chinois, de nous qui leur achètent ces matériaux? De moins en moins, parce qu'ils se les vendent les uns aux autres en plus. Hein. Ils se les vendent en Asie maintenant. Si vous voulez, aujourd'hui, la quasi-totalité des pays en Asie, par exemple la Thaïlande ou la Corée, vendent 2 fois plus à la Chine qu'ils ne vendent aux États-Unis. Donc ils disent, écoutez, on va se vendre les uns aux autres, ils vont monter une zone de libre-échange en Asie, puis nous, on pourra crever la bouche ouverte. Quand même. J'entendais récemment l'économiste Jean-Marc Daniel, que vous connaissez, puisqu'on avait organisé un débat avec vous. Il l'a déclaré récemment sur France Inter qu'à l'avenir, la société va entretenir de plus en plus de gens oisifs, car inefficaces vis-à-vis de la situation productive. Qu'est-ce que ça vous évoque, ça? J'aurais du mal à rester poli. Mais je crois que je veux le dire comme ça. C'est déjà ce que disaient les... Comment dire, il ne peut pas, dans une société où il y aurait des prix de marché, pour les taux de change par exemple, il ne peut pas y avoir de chômage. Tout le monde devrait trouver un boulot. Donc, s'il y a des chômeurs qui apparaissent dans le système, c'est que le prix du travail tel qu'il est n'est pas le bon. N'est pas le bon prix, voilà. Alors à ça, je répondrais, par exemple, prenez la société française. Je crois que la France représente quoi peut-être 1% du PIB mondial aujourd'hui. Et je crois que les dépenses sociales de la France font quoi, plus de 12,5% du PIB mondial. Oui. Donc, c'est là où est le problème. On est les champions. On est les champions dans les transferts sociaux. Donc, ce que disait ce brave Milton Friedman, que j'aimais beaucoup, qui était un grand homme, bien qu'il mesure 1m60. La presse vous l'a reproché, en tout cas. D'ailleurs, je fais une vidéo sur Milton Friedman pour expliquer qui il était dans la réalité. Parce qu'il y a un nombre de... Ce qu'ils disent sur moi, tous ces crétins de journalistes. Oui, c'est ce que vous dites. Et il le dit sur Milton Friedman aussi. Donc, si vous voulez, c'est l'incompétence qui se démultiplie. Donc, je reviens à Milton Friedman. Il disait, si on paye les gens à ne rien foutre, et si on taxe ceux qui bossent, il ne faut pas s'étonner si le chômage augmente. C'est ce que Jean-Marc Daniel a l'air de croire. Inévitable. Et c'est Jean-Marc Daniel qui reprend le forum de Davos. Dans son clip sur le Great Reset, on voit un individu avec cette inscription en dessous « Vous ne posséderez plus rien et vous serez heureux ». Pour le bonheur, on verra, mais... Mais c'est tout. Moi, quand c'est que dit à ça, je répondrai ce que disait Bastiat. Vous savez, il disait... Occupez-vous de faire respecter les lois, je m'occuperai de mon bonheur. Oui, ça. Je n'ai pas besoin que l'État s'occupe de mon bonheur, parce qu'en général, ça se termine dans des camps de concentration. Ou d'ailleurs, on est très heureux parce qu'on n'a vraiment rien. Alors là, c'est... Donc en effet. Mais en effet, c'est lorsque les Soviétiques envahissent la Tchécoslovaquie, un certain nombre d'hommes de gauche à l'époque, la gauche, parce que la gauche à l'époque pensait encore, et puis on fait cette déclaration. Que dans le fond, on n'avait pas besoin de biens matériels. Voilà. Et que le bonheur, on ne pouvait pas le faire avec les chars d'assaut. Non, on ne peut pas le faire avec les chars d'assaut, mais je voudrais rappeler à ceux qui sont plus jeunes que moi, je connaissais un petit peu l'Albanie dans les années 60, vous savez. L'Albanie dans Verodja. Dans Verodja, c'était aussi un phare du communisme à l'époque. Et quand vous alliez en Albanie, vous vous rendiez compte que la monnaie d'échange... Vous savez, quand vous vouliez acheter ou vendre quelque chose, c'était des parpaings. C'est-à-dire que les parpaings en ciment, ça avait de la valeur parce que vous pouviez faire une maison avec, ou je sais pas quoi. Donc, les gens s'échangeaient des parpaings. C'était donc, je te file 2 parpaings, tu me... Une vraie unité, quoi. Une vraie unité de valeur. Mais je veux dire, c'était pas la...
Oui, pour les transporter dans le portefeuille, c'est pas l'idéal. Non, d'abord, et puis ensuite, si vous voulez, quand vous balayez dans les campagnes ou dans les villes à l'époque, vous n'aviez pas l'impression que les gens étaient follement heureux, quoi. Oui. Sur la fin du quoi qu'il en coûte annoncé il y a quelques semaines par le gouvernement, êtes-vous, qui étaient des aides d'État aux entreprises pour les maintenir à flot, êtes-vous pessimiste ou optimiste comme Jean-Philippe Delsolle que l'on a reçu récemment, qui pense que les gens vont retourner au travail? Ben, c'est une question intéressante, ça, je ne sais pas. Parce que ce qui se passe aux États-Unis qui me laisse un peu pantois, c'est que vous savez, il y a des statistiques du chômage qui sont publiées. Bon. Et là, d'après les statistiques telles que je les vois, ou que je les analyse, ou que d'autres les analysent, il y a à peu près 2,5 millions de personnes, tous des hommes d'ailleurs, ce qui est encore plus curieux, qui n'apparaissent plus dans les statistiques, qui ont décidé que c'était pas la... je ne sais pas si vous voulez le livre qui s'appelait Atlas Strike, qui a été traduit en français, la grève de Strike, qui a été traduit de cette philosophe américaine Ayn Rand, qui était remarquable. Eh bien, à un moment, vous avez les gars productifs qui décident qu'ils en ont ras-le-bol de se faire tondre et qui vont tous se retirer dans une espèce de réduit dans les montagnes rocheuses où ils vivent entre eux et personne ne les emmerde. Ils n'ont même plus de boîte postale. Ils disparaissent. Ils disparaissent. Donc ce chiffre-là d'Américains qui sortent complètement du système, ça remet un petit peu en cause le bien que l'on disait du bilan économique de Donald Trump. On disait il a atteint le plein emploi, 3,5%. On ne disait pas aussi qu'il y a mais c'est depuis le Covid qu'ils sont sortis. C'est depuis le Covid. C'est depuis le Covid parce qu'ils veulent pas... Il y avait déjà les food stamps avant. Les food stamps avaient diminué. Les food stamps, ils avaient diminué de moitié sous Trump. C'est-à-dire que le nombre de... Et il avait ramené... Donc, ce qui s'est passé, c'est que ces gens-là sont cru à Trump, sans doute. Ils se sont mis à bosser, puis alors on veut les forcer à se vacciner, et ils disent, écoutez, non, vous êtes gentils, mais moi je vais aller je vais aller cultiver des patates dans mon champ dans l'Idaho, et puis j'ai plus besoin de vous. Donc il y a une espèce de... C'est ce qu'on voyait aussi dans... C'était ce livre, vous savez, d'Aldous Huxley, où il y avait toute une série de gens qui sortaient du système, on les retrouvait dans la forêt vierge au Brésil, et n'importe quoi. Grape of Wrath. Non, les raisins de la colère, non. Non, c'était Aldous Huxley ou des hommes, vous savez, des hommes. Oui. Non, c'était pas des souris des hommes, c'était une œuvre de fiction, mais ils étaient tous les gens. Il y en avait toute une série de gens qui refusaient cette société du contrôle et qui allaient vivre dans la jungle pour qu'on leur foute la paix, quoi. La sécession. Une sécession individuelle. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, parce que c'est le cas en France, une tentative... Ils ont perdu, un certain nombre de nos compatriotes ont perdu le chemin de l'emploi parce qu'ils étaient quand même très bien indemnisés aussi. Oui, alors il y a ça, mais là, ces types ne demandent même plus l'indemnisation. Ils disparaissent. Ils disparaissent. Ils disent non, ça ne nous intéresse pas. Et ce sont des hommes. Et comme on n'arrête pas de martyriser le pauvre mâle blanc, j'en arrive à me poser la question. Le type, il dit écoutez, on ne me laisse pas être père tranquille, on ne me laisse pas avoir une famille, on ne me laisse pas avoir mes responsabilités. Je vais aller vivre, je vais aller cueillir des champignons dans la forêt et vivre là, quoi. Est-ce qu'on est en train de démobiliser une partie importante de la gente masculine dans nos pays? C'est le rêve d'Henri Thoreau, ce poète qui avait construit sa maison. Sauf qu'il n'y a plus d'espaces qui n'appartiennent pas à l'État en France. Tout appartient. Non, mais aux États-Unis, ça manque pas. Oui. Aux États-Unis, vous pouvez vous balader, vous allez même dans des endroits où la main de l'homme n'a jamais mis le pied, et là, vous avez tout ce que vous voulez, quoi. Oui. Alors, nous allons faire une pause, et nous allons revenir aussi sur le soutien que vous apportez à Éric Zemmour, et les interrogations qui y sont liées. Oui, bien sûr. Alors, Charles Gave, vous êtes comme Diogène. Oui. Avec votre lanterne. Avec ma petite lanterne. Hein. Vous cherchiez un homme. Un homme ou une femme, d'ailleurs. Ou une femme. Mais en l'occurrence, c'est un homme. En l'occurrence, c'est un homme. Et vous l'avez trouvé, il est le plus improbable, dites-vous, d'entre eux. Entre les hommes politiques, bien sûr. Oui. Il semble se porter volontaire, il n'est pas libéral, il vient de l'autre bord de la Méditerranée, et l'amour de la France coule dans ses veines. Il aime notre pays de façon déraisonnable, dites-vous. Il a un courage fou, et le courage, d'après Napoléon, est la seule vertu que l'on peut, qu'on peut mimer. Qu'on peut, ou vous sortez de la tranchée ou vous y restez, quoi. Voilà, exactement. Et il veut défendre la souveraineté et l'identité de la France. Voilà. Toutes choses qui font un portrait que vous dressez de ce personnage qui s'appelle Éric Zemmour et qui, il faut bien le dire,
a fonctionné comme une boule de billard dans un jeu de quilles. Enfin, une boule dans un jeu de quilles, pardon. Absolument. Parce que le billard et les quilles, c'est une chose différente. Alors, pourquoi ? Pourquoi cet homme, vous le dites un peu dans votre texte, mais... Alors, vous savez, De Gaulle, on peut en parler beaucoup, on peut être gaulliste ou pas, ça n'a pas d'importance. C'est un personnage historique maintenant, disait que l'élection présidentielle, c'est la rencontre entre un peuple et un homme. Et donc, par définition, l'élection présidentielle, ça ne devrait pas passer par les partis. Oui, le régime des partis. Le régime des partis, disait-il. Donc, ça doit être une espèce de... Et ce qui veut dire aussi que cet homme, s'il est élu, et s'il a l'impression qu'il n'a plus le soutien du peuple, doit s'en aller. C'est ce qu'il a fait De Gaulle en 1969. Tous les autres, ils ont fait des référendums qu'ils ont perdus, ou des élections législatives qu'ils ont perdues, ils sont restés accrochés comme des morpions. Hein. C'était invirable, les gars, quoi. C'était donc effrayant. Donc, là, vous avez un homme qui semble comprendre de façon intellectuelle et physique, très fortement, que la souveraineté appartient au peuple. Qu'une nation, c'est un ensemble souverain, et que, depuis qu'on a coupé la tête de Louis XVI, cette souveraineté est passée du roi au peuple. On peut être pour ou contre, mais le peuple est le souverain. Et donc, il veut gouverner d'abord pour rendre sa souveraineté au peuple, qu'on a volé. Ah, c'est incontestable. Regardez ce qui se passe en Pologne aujourd'hui, où les Polonais, le gouvernement polonais dit qu'est-ce que c'est ça, je ne peux même plus gérer ma magistrature sans qu'il y ait des cornuts à Bruxelles qui ont été mis là par George Soros, qui vient d'expliquer que je suis un horrible fasciste, un populiste. Et donc, il faut rendre au peuple français sa souveraineté, ses souverainetés, parce que la souveraineté, il y a plusieurs souverainetés, et de la même façon, ça lui rendra de ce fait son identité. Mais comment rendre la souveraineté sans Frexit, Charles Gave ? Eh bien, il n'y a pas de... moi, vous savez, j'ai dû le dire ici, je ne suis pas favorable au Frexit pour toute une série de raisons, mais je suis tout à fait favorable au Bruxit. C'est-à-dire ce qu'il faut, c'est sortir Bruxelles de l'Europe. L'Europe, jusqu'à Delors, ça marchait très bien. Il n'y avait aucun problème. On se réunissait, on arrêtait la pendule pendant la nuit parce qu'il fallait que les décisions soient arrêtées à minuit, donc on arrêtait la pendule à minuit, et on continuait à discuter, mais enfin, ça se passait très bien. Et depuis qu'il y a cette série de fous profonds que personne n'a élus, qui se croient obligés de faire des réglementations pour toute l'Europe, sur la taille des sardines à Marseille ou à Bilbao. Les commissaires. Les commissaires, plus... Donc, grosso modo, on a bâti un monstre qui n'a rien de démocratique, qui a capturé les souverainetés, et qui est maintenant, on est en train de se faire naître, c'est une idée de Bock-Côté, qui à mon avis est très juste, on est en train d'essayer de remplacer la souveraineté du peuple par la souveraineté des tribunaux extérieurs au pays. C'est-à-dire, vous dites, c'est plus le peuple qui est souverain, c'est la Cour de justice européenne, et personne ne lui a donné ses pouvoirs, personne n'a voté pour elle, mais son rôle est de protéger les minorités à l'intérieur de chaque peuple qui seraient martyrisées. C'est ça, le mode d'emploi du Bruxit, ça serait, comme le dirait Éric Zemmour, de menacer de sortir de la Cour de justice européenne. On sort des cours de justice européennes, qu'ils soient d'accord ou pas, ça ne change rien. On sort de la Cour des droits de l'homme européenne, qu'ils y soient d'accord ou pas, et on abolit toute une série de choses, comme par exemple le droit de contrôler l'immigration, etc. Ils n'ont rien à dire sur ce qui se passe. En quelque sorte, le peuple français est souverain. S'il y a un référendum, prenons une hypothèse stupide, je suis contre la peine de mort, mais si les Français décident souverainement de rétablir la peine de mort, le peuple souverain français a décidé, et terminé, quoi. À partir du moment où le souverain a décidé, vous dites dans les journaux suisses, quand il y a un référendum, le lundi matin, il y a une phrase, le souverain a décidé, et donc les tribunaux s'écrasent. Le souverain est le souverain. Il n'y a pas de... La souveraineté, c'est quelque chose qui est inaliénable. Ils n'auraient pas le droit de l'aliéner. Et insécable, c'est-à-dire que vous êtes souverain ou vous ne l'êtes pas. Vous ne pouvez pas être à moitié souverain. D'un point de vue économique, Charles Gave et Éric Zemmour se présentent un petit peu comme un ovni. Il serait libéral en interne et protectionniste à l'international. Est-ce que ces deux notions sont conciliables ? C'est pour ça que je suis assez partisan du Bruxit, parce qu'il me semble qu'il y a d'excellentes raisons
de continuer à négocier, à faire du commerce avec les uns les autres. Le libéralisme, je veux dire, le protectionnisme, c'est une excellente idée, sauf que ça permet à toute une série de gens de continuer à vivre alors qu'ils ne devraient pas. Vous savez, c'est toujours ce que je dis, c'est que dans le fond, le capitalisme sans la faillite, c'est un peu comme l'Église catholique sans enfer. Ça se vend mal, quoi. Mais oui, c'est tout à fait très bien vu. Et donc, à partir du moment où vous dites « je vais vous protéger », sous-entendu, c'est pour vous empêcher de faire faillite. Mais il y a des tas de gars qui méritent de faire faillite. S'il n'y a pas de faillite, il n'y a pas de croissance. Vous maintenez des gens qui ne dégrangent pas assez de plus-value en vie, ils utilisent du capital, du travail, c'est-à-dire que vous avez une croissance très très faible et qui va de plus en plus faible parce que vous maintenez en vie toute une série de bons à rien. Donc le problème, c'est comment vous faites ça. C'est pour ça que l'idée de Maurice Allais, qui n'était pas sotte, c'était de faire une Europe bien protégée. Homogène, où tout le monde était protégé, puis ensuite on se protégeait contre l'extérieur, mais on ne se protégeait pas contre l'intérieur. Mais pas une Europe à 27. Est-ce que c'est possible avec 27 ? Je ne sais pas si c'est possible avec 27, mais... Ou 26. Ou 26, je ne sais plus combien ils sont. Mais en tout cas... L'idée du protectionnisme, c'est assez inquiétant parce que ça permet à l'État, comme le disait encore une fois ce bon Milton Friedman, dès que vous mettez du protectionnisme, la première des choses qu'il faut acheter, c'est le fonctionnaire qui donne les licences d'importation. Le protectionnisme entraîne une augmentation massive et toujours de la corruption. De l'appareil public. Et dans l'autre sens, j'entendais Éric Zemmour dire, voilà, le libre-échange et l'entrée en 2001 de la Chine dans l'OMC nous a appauvris. Ben oui, alors je l'ai entendu dire ça en effet, j'en ai discuté avec lui. Ça n'a pas appauvri la Suède, ça n'a pas appauvri l'Allemagne, ça n'a pas appauvri la Finlande. En définitive, si vous voulez, c'est ce que j'appelle tuer le mauvais cochon, vous savez. We may have killed the wrong pig. We may have killed the wrong pig, c'est Churchill envoyant l'armée rouge après avoir... Et donc, we may have killed the wrong pig. On a peut-être tué le mauvais cochon. Donc, ce que je veux dire, c'est que la raison pour laquelle nous nous sommes désindustrialisés, c'est que le poids de l'État dans l'économie française est passé de 40 à 60% en 40 ans, alors qu'il est resté le même en Allemagne. Donc, c'est ça qui nous a désindustrialisés. On n'aurait pas fait ça, on n'aurait eu aucun problème avec la Chine. Donc, encore une fois, il ne faut pas dire c'est ces cochons de Chinois, parce que c'est ces cochons de fonctionnaires à Bercy. Il ne faut pas se tromper. Donc, réglons le problème de Bercy, et ensuite, la France aura comme aucun mal à exporter. Alors, fonctionnaire... Je vous donne un exemple qui est stupéfiant, c'est que la France, aujourd'hui, est déficitaire, paraît-il, en produits agricoles. Oui, absolument. Mais c'est stupéfiant. La France, déficitaire en produits agricoles, mais enfin, comment ils sont démerdés ? J'ai vu que le quart ou le tiers du blé français partait en Algérie. Oui. Et je m'étais permis il y a 4 ans de faire un article là-dessus. Même sur le blé, la France perd. L'Allemagne, cette année-là, avait exporté plus de blé. Elle en produit moins, mais elle en avait exporté plus que la France. C'est quand même invraisemblable. Quand on se souvient des difficultés qui avaient en partie justifié l'hitlérisme d'ailleurs, de l'Allemagne à se nourrir. À se nourrir, mais c'est tout à fait extraordinaire. Donc je regarde ça, je me dis quand même, avoir réussi à faire de la France un pays qui est déficitaire en produits agricoles, c'est hallucinant. Il faut avoir fait de longues études, hein, parce que c'est pour y arriver, c'est quand même très étonnant. Ces choses-là sont rudes, il faut, pour les comprendre, avoir fait des études. Voilà, c'est pas de moi, c'est de Victor Hugo. Je sais bien. Mais ce qui m'amuse, c'est qu'il y avait eu Attlee, je crois, qui avait dit en 1946, donc l'Angleterre est un pays qui est entouré de mer dans lequel il y a des poissons, et qui, en fait, quand on analyse bien l'Angleterre, c'est un gros tas de charbon. Et on réussit à avoir des pénuries de poissons et des pénuries de charbon. Donc il y a quand même quelque chose qui ne va pas chez nous, quoi. Attlee, le Premier ministre britannique, a succédé à Churchill. On entend à droite et à gauche certains observateurs accuser Éric Zemmour d'être en service commandé pour le compte de puissances mondialistes. Il faut dire que Éric Zemmour a des patrons très riches, M. Bolloré, Le Figaro, c'est M. Dassault, Iskandar Safa chez Valeurs Actuelles. Et vous dites d'ailleurs dans votre article de présentation sur vous-même, vous dites, voilà, il faut virer le parti de l'étranger. Est-ce que vous pensez qu'Éric Zemmour en est ? Non. Non. Non, si vous voulez, le parti de l'étranger, aussi curieux que ça paraisse, dans l'histoire de France, ça a toujours été les bourgeois. C'est ce que disait Bernanos. Il disait
Et il y a une bourgeoisie de gauche, il y a une bourgeoisie de droite. Il n'y a pas de peuple de gauche ou de peuple de droite, il y a un peuple de France. Et je crois que Éric représente le peuple de France. Et c'est conforté par l'historien Fernand Braudel, qui est une autorité en la matière, qui a dit que la bourgeoisie a toujours trahi. Toujours trahi. Elle a la trahison dans le sang. Toujours sur Éric Zemmour, donc vous nous disiez tout à l'heure que vous le souteniez financièrement. J'ai vu sur Internet cette somme, 300 000 €, peu importe. Aucune importance. Enfin, si, une importance. J'ai ça en moins, mais ça n'a pas d'importance. Récemment, le Crédit du Nord aurait fermé vos comptes bancaires. Est-ce que vous pouvez revenir sur cet épisode? Je ne reviens pas. Non. Donc c'était vendredi dernier ou vendredi avant, je ne sais plus très bien. Je reçois un coup de téléphone de ma femme qui était à l'agence du Crédit du Nord où nous sommes depuis 1976. Donc on est le plus ancien client de cette agence, qui est Recortambert. On amenait des cadeaux aux gens du Crédit du Nord quand ils avaient des enfants. Vous voyez, donc c'était... Et puis elle était là et on lui apprend que nos comptes avaient été fermés. Alors elle dit pourquoi? On a le droit de ne pas vous le dire, parce qu'apparemment les banques peuvent fermer votre compte sans vous dire pourquoi. Mais ils disent, mais on vous a prévenu, donc ils nous auraient envoyé des recommandés dont on garde trop. Que vous n'avez pas reçu? Enfin, je sais pas, en tout cas, on n'a pas. Et en plus, dans le droit français, je crois qu'un recommandé ne vaut pas preuve de délivrance. Mais enfin, bref. Et donc on a été viré. Alors, il n'y a que deux possibilités. Ou bien je me suis fâché avec des gens de l'agence. Il est vrai que de temps en temps, je peux être un peu vif quand on refuse de suivre mes instructions, quoi. Ça peut arriver. J'avais peut-être donné des instructions pour faire de virer de l'argent à quelqu'un, ça avait été mal accepté. Dans ce cas-là, je ne sais pas. Bon, très bien. Ça relève pas de la finance, ça relève du délit d'opinion. Ou bien alors, c'est que y a des gens trouvaient que je commençais à leur casser les pieds et qu'il était urgent de me faire comprendre qu'il fallait que je retourne. Et qu'est-ce qu'ils ont fait de vos économies, de ce qu'il y avait sur le compte? C'est à moi. Oui, mais il me donne un chèque. Ils ont coupé l'accès, mais il était... Non, il me donne un chèque du solde qu'il y avait sur mon compte, ce qui est bien aimable de leur part. Mais si j'ai pas de compte en banque, où est-ce que je vais le foutre, ce chèque? Oui. Alors, est-ce qu'on peut rassurer nos téléspectateurs en disant que vous en avez retrouvé un? Ben non, je suis en train d'en ouvrir un autre à toute allure. Oui, d'accord. Mais encore faut-il que les banques en question acceptent de me prendre. Ouais, maintenant, j'ai quand même mauvaise réputation, si vous voulez. C'est que je n'ai jamais rien fait dans ce compte, d'ailleurs dans aucun autre, d'illégal, où je n'ai jamais été en dépassement, où j'ai toujours été... Vous savez, quand je reçois un papier de ma banque, il y a deux trucs. Quand je reçois un papier de ma banque, ou quand je reçois un papier du fisc, je commence à transpirer abondamment. Ça me fout rassurez-vous, même... Beaucoup de gens sont dans ce cas. Ben oui, pourtant je ne devrais pas, parce que moi, si j'ose dire, je ne devrais pas me faire de soucis, mais ça ne fait rien. Je me souviens des moments où je n'avais pas un rond, quand je recevais un papier de la banque, en général, que j'étais en découvert, et quand du fisc, en général, que je n'avais pas payé quelque chose que j'aurais dû payer, je ne le savais pas. Donc, si vous voulez, à chaque fois, ça me file des crises d'angoisse. Ben, là, au moins, le problème est réglé, si vous voulez, je ne vais rien recevoir. Mais du fisc, je vais recevoir, parce que, par exemple, les impôts étaient prélevés automatiquement sur mon compte. Ah oui, donc évidemment, le fisc ne va pas pouvoir le... Ah, il ne va pas pouvoir, mais à ce moment-là, il va me foutre une amende. Ah bah non. Ah bah si. Je suis bien tranquille qu'il me mettra une amende. Cas de force majeure, quand même. On va voir. Il faut que j'ouvre le compte avant le 28 octobre, je crois, parce que c'est le 28 octobre qui est le prochain prélèvement pour moi. Il faut que je m'excite. Alors, est-ce qu'il y a sur la place de Paris ou en France... Les banques susceptibles de... Mais j'en sais rien, les banques françaises, il y a 4 groupes bancaires. Oui. Qui sont tous dans les mains de l'État. Donc poser la question, c'est y répondre, non? Ouais. Autrefois, quand j'étais gamin, il y avait, je sais pas, 150 banques en France. Maintenant, il en reste 4. C'est un outil de tyrannie. Ah, tout à fait. Tout à fait remarquable. Il faut casser toutes ces banques tout à fait cessantes et interdire au gouvernement d'avoir la moindre chose à voir avec les banques. Alors, on l'a bien compris, Charles Gave, vous soutenez le pré-candidat Éric Zemmour. Et dans une vidéo de mars 2020, vous expliquez aux téléspectateurs avoir déjà beaucoup travaillé avec George Soros, le fondateur de l'Open Society, qui est lui-même l'adversaire idéologique d'Éric Zemmour. Vous dites même que Soros cherche à faire le mal, qu'il n'est pas intelligent et que vous cherchez à le voir le moins possible. Mais dans ce cas-là, si vous soutenez Éric Zemmour et que vous travaillez avec Soros, est-ce que vous n'avez pas l'impression de détruire la nuit ce que vous construisez le jour ? Oh ben, vous savez, moi je suis d'un naturel mercantile.
C'est-à-dire que si Georges Soros est prêt à payer un maximum pour mes services, je prends l'argent de Georges Soros et je le donne à Zemmour. Vous voyez, ça me gêne. J'ai pas l'impression que ça va me poser des problèmes moraux particulièrement. Oui, parce que Soros est un de vos clients, puisque vous êtes en effet... il s'intéresse à ce que je raconte. Bon, c'est trop bien. Moi, je ne vais pas demander. Je ne vais pas forcer à être client. Vous savez, ce qui est bien avec la relation de clientèle, c'est ce que je dis à mes enfants et à tous ceux qui veulent m'écouter. Je leur dis, vous savez, dans la vie, il faut choisir entre avoir un patron ou avoir des clients. Donc, et les clients, c'est plutôt plus sympa, parce qu'en général, ils sont contents. Quand vous leur rendez le service, ils sont contents, quoi. Qu'est-ce que vous pensez en parallèle du combat, de l'action politique de Florian Philippot? Je l'aime beaucoup. J'ai été à 2 ou 3 de ses manifestations. J'ai même causé dans le micro. J'aime bien Florian Philippot. C'est un homme éminent qui travaille bien, qui a beaucoup bossé. Mais la raison pour laquelle je m'intéresse à Zemmour est un peu différente. C'est que je pense que de temps en temps, il y a un homme qui a une longueur d'onde et que la nation passe sur cette longueur d'onde. C'est ce que De Gaulle appelait la rencontre entre un homme et un pays. Et Zemmour a une longueur d'onde extraordinairement forte. Et je crois que c'est ça dont il faut se rendre compte, c'est qu'il a quelque chose à dire et que ce qu'il dit touche profondément les Français. Philippot dit à peu près la même chose, mais il n'a pas cette espèce de... Enfin, dans le cas de Philippot, ça passe pas. Ouais. J'ai rien pour je constate que ça passe avec Zemmour et que ça passe pas avec Philippot. Bon, et donc je me dis, je vais suivre celui qui passe, quoi. Si vous êtes... vous voyez ce que je veux dire, c'est de temps en temps, vous avez un gars qui chante une chanson qu'il a fait à 40 millions d'exemplaires, et puis un autre gars chante la même chanson, aussi bien ou n'importe quoi, et personne ne la suit. C'est ça, quoi. Un ticket Zemmour à l'Élysée, Philippot à Matignon, ça... Ça se sera discuté. Moi, si vous voulez, ce que j'ai dit à Éric Zemmour, en tout cas, c'est moi, je suis prêt à vous aider, mais alors j'ai quand même une caractéristique curieuse, c'est que je ne vous demande rien. Vous avez besoin de moi, vous vous servez de moi, mais je ne demande rien. Je n'ai pas d'ambition, je n'ai rien à faire, ça m'est égal. Ce que je veux, c'est simplement sortir la France de ce piège mortel de la haute fonction publique qui a contrôlé le pouvoir politique. Pour moi, c'est ça dont la France crève. Le gouvernement planche actuellement sur une prolongation du pass sanitaire au-delà du 15 novembre, comme cela a été prévu initialement, jusqu'en juillet. Qu'est-ce que vous pensez de cette annonce ? Je ne sais pas, mais dans l'Europe du Nord, il n'y a pas de passe sanitaire, il n'y a plus de masques. Dans tous les pays d'Europe du Nord, la Finlande, l'Autriche, pas l'Autriche, la Suède, la Danemark, la Norvège, il n'y a plus rien, vous vous baladez partout, j'ai un frère qui vit là-bas, il ne se passe plus rien, quoi. Pourquoi eux, ils ont le droit de se balader partout et moi, je suis coincé. Est-ce que les savants là-bas sont complètement nuls? Est-ce que les nôtres sont particulièrement brillants? Donc, je ne comprends pas. La seule explication que je peux trouver, c'est que nous allons tout droit vers une crise énergétique monstrueuse. On rentre dans des périodes de pénurie pour expliquer rapidement, si vous voulez, 80% de l'énergie dans le monde consommée est d'origine fossile. Oui. Et 20%, c'est tous les autres trucs. On n'a fait aucun investissement dans toutes ces énergies depuis 10 ans. Et donc, on se dit, mais comme c'est mal, on ne fait pas d'investissement. Bon, mais ça veut dire qu'on va se balader les pieds nus dans la neige en robe de bure, hein. Oui, mais la finance internationale a refusé d'investir dans la recherche pétrolière sous des motifs écolo-moralistes. Voilà, des fois on dit, très bien, mais alors à ce moment-là, on va tous mourir de froid. Donc, et surtout les gens les plus pauvres. Donc, encore une fois, ce que j'ai essayé de dire, c'est que peut-être ils nous mettent un pass comme ça qui va durer, parce que d'ici quelques temps, quand vous irez à la station-service, vous montrerez votre pass, et on vous dira... Monsieur Gave, vous avez déjà dépensé beaucoup trop d'essence, vous en aurez jusqu'à la fin du mois, vous n'en avez plus, quoi. On est en train de nous préparer le ticket de rationnement pour tout, qui sera... En temps de paix. En temps de paix, qui sera délivré en fonction de notre passe. Également aussi peut-être le laissez-passer électoral, on n'aurait pas le droit de voter. Si on peut voter, on pourra voter par correspondance, ce qui permet à Biden d'être élu, ce qui est bien quand même. Peut-être ça donne des idées à M. Macron, je ne sais pas. Oui, parce que la prolongation, c'est jusqu'un petit peu après les élections, quand même. Est-ce qu'il n'y a pas des arrière-pensées? C'est pas impossible, que vous savez,
Les votes par correspondance, ça fait penser à la fameuse formule de Staline. C'est pas le vote qui compte, c'est le gens qui comptent les votes, quoi. Et vous savez bien que un expert. Un expert. Et vous savez très bien que dans le domaine des votes par correspondance, oui. Il peut y avoir des façons de compter qui sont créatives. À partir du 1er janvier de l'année prochaine, le président Macron deviendra le président, non pas du monde, mais de l'Europe, dans un premier temps. Il va aller vers davantage d'intégration européenne. Est-ce qu'on verra, avant l'élection présidentielle, les premiers effets de cette intégration ? Je ne sais pas, mais si le prix du pétrole est à 200 ou 300 $ le baril, je crois qu'il aura d'autres soucis. En particulier, l'Élysée sera assailli par les gilets jaunes qui n'auront plus de quoi rouler ni bouffer. Parce que déjà, l'augmentation du pétrole actuelle est supérieure à celle qui avait provoqué les gilets jaunes. Oui. Nous sommes à 28%. Et on est à près de 2 € le litre. Donc à 2 € le litre. Si vous restez allé, quand vous avez tout dépensé, 100 € pour vous amuser dans le mois, une fois que vous avez payé l'éducation des enfants, le téléphone, le loyer, il vous reste 100 €. Les dépenses contraintes. Les dépenses contraintes, avec le prix de l'essence qui vient de monter, il vous en reste 40 maintenant. Et puis, nous sommes passés en 3 ans. Donc vous n'allez plus nulle part, vous n'allez plus au cinéma, vous n'allez plus au restaurant, vous n'allez plus nulle part. En 3 ans, nous sommes passés, c'est l'INSEE qui l'a dit, encore une fois, de 9,5 millions de pauvres à 12 millions de pauvres. C'est-à-dire en dessous du seuil de pauvreté, c'est-à-dire aux environs de 1 000 €. Ce qui est quand même... C'est effrayant. Oui, sous M. Macron. C'est effrayant. Et si le prix du pétrole augmente beaucoup, ce que je crains, eh bien, on passera à 15 millions. Et à ce moment-là, on retrouvera l'avantage de la place de greffe pour aller pendre haut et court les ministres. Et le prix du pétrole pour le consommateur, ça représente combien les taxes? Parce que le pétrole, il coûte combien il ne représente pas beaucoup, mais vous avez le produit fini, non, ça doit être à peu près 20%, oui, c'est 20% de la matière brute, et puis le reste, c'est des impôts. Et il sera hors de question pour l'État de diminuer la moindre taxe, puisqu'ils seront encore plus en déficit l'année prochaine. Il prévoit une augmentation supplémentaire des dépenses, non pas de 11 milliards comme il était prévu, mais plutôt de 16 à 17 milliards supplémentaires. Ben oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, ces gens ont trouvé la solution miracle qui est d'imprimer de l'argent à la place de le gagner. Ouais. Moi, je suis ébloui, quoi. Mais ce que vous êtes en train de dire, de façon sournoise, si je peux me permettre, sournoise, c'est que l'État français est en faillite. Ouais. Faillite... François Fillon l'avait déjà dit il y a plus de 10 ans. Il y a plus de 10 ans, mais maintenant, ça devient de plus en plus visible. Donc, dans le domaine des placements, qui après tout reste le mien, avoir des affaires qui ont à voir avec l'État français, il faut déjà être débile. Avoir des obligations de l'État français, il faut être crétin comme un âne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut bien que les Français agissent au niveau individuel pour protéger le peu d'épargne qui leur reste. L'assurance vie, par exemple, c'est le désastre total, quoi. Ah oui. Garder une assurance vie aujourd'hui, il faut être fou comme un lapin. Je l'ai déjà dit. Mais... Fou comme un lapin. J'aime l'expression. Mais vous parliez de pénurie. Vous faisiez un scénario un petit peu catastrophe sur le risque de grave pénurie énergétique. Mais après tout, le scénario est vécu en Chine aujourd'hui par tout l'État industriel, le Liaoning. La ceinture industrielle du Liaoning, chinois, est en pénurie d'électricité. Il y a eu aussi des inondations dans les mines de charbon. Alors, c'est pas de tout. Mais donc... Et les Chinois font l'expérience de rupture brutale. Tout d'un coup, on ferme des usines en Macédoine, on ferme des usines en Allemagne parce que le coût de l'énergie est devenu trop élevé pour faire tourner l'usine, quoi. Alors, c'est là que le nucléaire redevient... Le nucléaire, c'est la seule porte de sortie. Il n'a jamais cessé, mais le problème, si vous voulez, c'est comme on a vécu sur un acquis. Mais quand vous faites... pour faire des centrales nucléaires, la Chine qui s'est mise il y a 20 ans, qui a vraiment... Elle a réussi à faire 6 par an, ce qui est gigantesque. Mais elle ne réussit pas à dépasser 6. Non. C'est parce que derrière, si vous voulez, il faut que vous ayez toute une espèce d'appareil d'ingénieur, et ça prend 15, 20 ans à faire. C'est ce que, dans le fond, l'effort qu'avaient fait Pompidou et De Gaulle, de faire monter une industrie nucléaire, et c'est là où l'État pouvait être intéressant. Mais aujourd'hui, tous ces gars-là sont à la retraite. Bien sûr. Il n'y a plus d'ingénieurs nucléaires français. On ne sait plus faire une centrale, on n'a qu'à avoir flamme à ville, on n'y irait pas.
On pourrait demander à Mme Lauvergeon. Non, sûrement pas. Non, mais je veux dire, comment perdre de l'argent? Une mine d'uranium sans uranium. Une mine d'uranium sans uranium, mais l'argent n'est pas perdu pour tout le monde. Il va à son monsieur, son mari, qui s'appelait Monsieur Frick, c'est quand même admirable. En effet. Et le programme nucléaire français de 73, voté en décembre 73, sous le Premier ministre Messmer, n'est entré en production qu'au tout début de 80. Oui, c'est ça. Il faut 7 à 8 ans. Et d'un effort constant. Oui, absolument. Or, on n'a même pas commencé. Donc, il faudrait refaire toute une série d'ingénieurs nucléaires. On avait commencé avec De Gaulle pour la bombe, etc. On avait des gars qui comprenaient. Donc aujourd'hui, si on voulait s'y mettre, il faudrait entre 10 et 15 ans pour que les premières centrales réouvrent. C'est-à-dire qu'on a un trou entre les énergies fossiles et les moulins à vent qui est gigantesque, qui va devenir de plus en plus grand. Et personne n'a réfléchi sur ce qu'on va faire quand il y aura le trou. Ce qui est quand même invraisemblable. Oui, moulins à vent en plus fabriqués en Chine et installés par des promoteurs allemands. Oui, installés par des promoteurs allemands. Et comme le disait ce bon Thierry Breton, et ça fait 6 semaines qu'il n'y a pas eu de vent en Europe. Oui, exactement, cette année. Alors les moulins à vent, c'est pas terrible quand il n'y a pas de... Non, mais d'un autre côté, les Français, interrogés sur le nucléaire, 70% des Français interrogés disent que le nucléaire produit des effets de serre. Je sais, j'ai vu ça. C'est hallucinant, parce qu'ils voient de la fumée au-dessus des réacteurs. C'est pas les réacteurs, c'est de la vapeur d'eau. Oui. C'est quand même gravissime. Mais là, il y a un problème de formation, d'information. Il y a un problème aussi peut-être de sondage. Oui, alors, probablement, oui. C'est qu'ils ont été chercher les plus crétins. Mais, ça s'appelle l'échantillonnage. L'échantillonnage. Vous avez été jamais interviewé par un sondeur? Vous? Jamais. Non plus. Jamais. Je connais personne qui ait jamais été interviewé par un sondeur, ce qui est quand même miraculeux. Quoi. Oui, c'est étonnant. De même que je n'étais jamais jury d'assises. Oui. Je ne sais pas pourquoi. Oui, si, je sais pourquoi. Oui, mais en même temps, pour revenir à ça, si vous voulez, quand on me dit que, par exemple, M. Macron fait encore 25% des voix, ça fait 2 ans que je me balade en France, oui. Et j'ai encore à trouver un gars qui soit macroniste. Vous en trouvez, vous? Non. 25%, mais il se fout de moi. Non, mais il se cache bien. Il n'y a pas 25% des Français qui peuvent être pour ce gars-là. C'est pas possible. Les sondages. Bon, en tout cas, vu ce que vous nous annoncez pour les mois à venir, on se demande s'il y aura vraiment une élection présidentielle en 2022, si on pourra l'organiser dans des conditions décentes. Olivier, on va terminer sur une note sympathique. Bien sûr. Et je vais prononcer 4 initiales, B-O-P-B. Ah oui, ça c'est mon Biarritz olympique. Voilà. Alors on a réussi à le faire monter miraculeusement après 2 ou 3 matchs, mais complètement fou, en première division. On a fait un début de saison qui était bien. Là, on vient de prendre... Pour ceux qui ne le savent pas, vous avez racheté le Biarritz olympique. Club de rugby. De rugby, bien sûr. Club de rugby, et je l'ai racheté. Nous l'avons racheté, non pas parce qu'on espérait gagner de l'argent, personne n'a jamais gagné de l'argent dans le rugby en France, mais simplement parce que c'est un club historique, si vous voulez. C'est un monument historique. C'est comme on ne peut pas laisser Chambord être détruit par des marchands de biens, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas possible, quoi. Donc on l'a fait, donc on perd du fric. Donc c'est une danseuse pour vous? Oui, non, c'est un corps de ballet. C'est le Bolchoï. On a acheté le Bolchoï, là. Non, j'aimerais bien que ce soit une danseuse. C'est pas... Une seule. Une seule, d'accord. C'est très bien. Non, ça coûte très très cher, mais on est en train de... Il y a quelque chose qui se passe avec la mairie, c'est qu'on avait trouvé une façon d'assurer la pérennité du club en utilisant les terrains autour du Biarritz olympique qui lui appartenaient sur un bail à 90 ans, je sais pas quoi, pour développer toute une espèce d'infrastructure dont la rentabilité aurait servi au maintien du Biarritz olympique. Oui. Et la maire actuelle, car elle était dans le conseil municipal d'avant, avait voté pour ce projet, puis dès qu'elle a été élue, elle l'a abandonné. Donc nous, elle nous a laissé en pleine... Le bec dans l'eau. Mais souvent, femme varie. Je ne sais pas si c'est femme, je dirais que c'est plutôt homme politique de droite. Ah, d'accord. Parce que les hommes politiques de gauche, aussi curieux que ça paraisse, au niveau local, ils ont une parole. Oui. Les hommes de droite... Éric Zemmour est quand même un homme de droite, il se revendique du RPR des années 90, fin 80. Fin 80, c'est pas impossible, mais en même temps, il n'a pas été jusqu'ici. Donc, au bout de 14 ans, peut-être, ou 10 ans de présidence, il aura peut-être changé, mais pour l'instant, il a encore des réflexes de citoyen normal. Vous savez, en 96, j'avais repris le programme de la plateforme RPR-UDF. De 86
C'était du Le Pen horrible. Oui, exactement. Je l'avais mise sous le sigle du FN. Je l'avais diffusée auprès des membres en 1996, de ce qui était le RPR et l'UDF à l'époque. Et toutes les réponses étaient « c'est scandaleux, c'est une honte ce programme, c'est inadmissible ». Et je leur ai envoyé une nouvelle lettre en leur faisant savoir que c'était leur plateforme de 86. Ça a été repris dans le livre de Jean-Christophe Cambadélis qui s'appelle La France blafarde. On peut le trouver encore. Oui, oui, parce qu'aucun n'a été vendu, c'est ça. Mais on le trouve sur le net aussi, ce qui veut dire que, bon, dans une certaine mesure, le programme du APRUF était un peu celui de Zemmour aujourd'hui. Voilà. C'est ce que disait ce brave Edgar Faure. Il disait c'est pas les girouettes qui tournent, c'est le vent qui change. Eh bien voilà, une conclusion. Mais ça ne voudra pas dire que vous êtes favorable aux éoliennes, compte tenu de ce que nous savons sur les pénuries qui nous menacent. Merci Charles Gave. Merci, monsieur. Merci. Et donc, on vous souhaite aussi de trouver très vite une banque. Oui. C'est dommage, il n'y a plus de banque privée en France. Sinon, j'avais une série de copains quand j'étais à Toulouse, qui avait la banque locale, qui s'appelait la Banque Courtois, mais tout ça, ça a été racheté par le Crédit Agricole ou je ne sais quoi. Donc merci beaucoup. Charles Gave, et à très bientôt, chers téléspectateurs.